En géopolitique, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'avoir raison. Parce que la géopolitique, c'est la science de la projection, de la prospective, de la prévention. C'est l'analyse des dangers et des écueils que le futur peut apporter et la proposition des voies d'évitement pour que les dangers ne deviennent pas réalité. Et si les dangers finissent par survenir, c'est que vous avez eu raison et vous êtes le premier attristé du fait que vous avez eu raison parce que si vous avez prévenu des dangers, c'est précisément parce que vous vouliez les éviter, ces dangers-là. Hier, j'ai fait une analyse au sujet de la suspension, certes provisoire, mais de la suspension quand même, des partis politiques au Mali par la transition dirigée par Assimi Goïta et sur l'injonction faite à la HAC, la Haute Autorité de la Communication au Mali, de ne plus couvrir les activités faites aux médias par la HAC, de ne plus couvrir les activités des partis politiques. J'estimais que d'une part, on peut tout à fait considérer le caractère insécure du Mali actuellement avec les attaques des djihadistes et des mouvements islamistes qui mettent en péril le quotidien des Maliens, mais que d'un autre côté, il ne fallait pas donner le croupion pour se faire tabasser par ceux qui critiquent justement la transition actuelle de dérive dictatorielle. Nous avons déjà assez de problèmes avec ces mouvements terroristes. Nous pouvons donc, pour ce qui est des partis politiques, même si on les soupçonne d'être infiltrés, même si on sait que les puissances ennemies utilisent les partis politiques pour déstabiliser et s'infiltrer dans le processus d'émancipation que nous sommes en train de créer, il faut en même temps éviter que l'interdiction et le musellement de ces partis-là génèrent un problème plus grand en offrant de la légitimité de contestation aux gens qui vont dire maintenant regardez, ils ont chassé Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont chassé la dictature comme ils disent, mais ils instaurent leur propre dictature et ainsi de suite. Ça fausse beaucoup de calculs. Le dialogue intermalien doit s'ouvrir le 31 décembre prochain, mais il y a des étapes en prélude de ce grand dialogue-là, et cela a commencé hier, samedi 13 avril 2024, avec déjà au niveau des communes, dont dans les collectivités primaires, des premiers échanges justement entre les Maliens. C'était, pour ainsi dire, une alternative à l'accord d'Alger. Vous savez que pour le retour à la paix au Mali, il y a eu beaucoup de batailles et aussi beaucoup de tentatives de retour à la paix à travers des accords et des négociations. Il y a eu l'accord de Ouagadougou en 2013 qui a connu ses insuffisances. Il y a eu l'accord d'Alger en 2015 qui a aussi connu ses insuffisances, d'autant plus que le gouvernement algérien n'est pas tout à fait en odeur de sainteté avec les autorités maliennes qui accusent l'Algérie, entre autres, d'opérer un double jeu, notamment euh, pour des visiers géostratégiques du point de vue des ressources, particulièrement au nord Mali. Donc, on a pensé à un dialogue intermalien 3.0 qui va vraiment être un dialogue intermalien, enfin un dialogue 3.0 qui va être cette fois un dialogue intermalien sans intervention externe entre justement les autorités de la transition et les factions contestataires. Et donc en prélude de ça, il y a donc ces concertations préalables à l'échelle communale, ce qui est une très bonne idée. Mais comme je le disais en amont, ce qui s'est passé hier donne raison à l'analyse que j'ai donnée quelques heures plus tôt, quand je disais que malheureusement, cela fausse les calculs en ce sens où les gens peuvent commencer à se détacher de la vision de la transition avec des arguments tout autant défendables que l'idée même de focaliser toute la force publique sur la sécurisation du pays face aux djihadistes. Cela signifie, et on l'a vu, que outre la maison de la presse qui avait déjà enjoint les médias de continuer leurs activités et de ne pas se soumettre à la haute autorité de la communication, outre l'ancien ministre et le patron d'un des mouvements, d'un des 80 partis politiques qui ont signé le document, la missive contestataire, Monsieur Hosseini Amion Gendo, le patron notamment donc du CODEM, la coopération pour
le développement du Mali, ou la Convention pour le développement du Mali. Voilà, outre l'ancien Premier ministre que j'ai également mentionné, Monsieur Moussa Maran, qui estime que ce n'est pas une bonne idée, outre les organisations internationales, Human Rights Watch, autres dont le département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain, à travers son émissaire, son porte-parole, Monsieur Matthew Miller. Voilà, vous avez à l'intérieur du pays, dont, outre tous ces éléments que je viens de citer, vous avez énormément de Maliens, citoyens lambda ou citoyens représentatifs des structures appelées à ce dialogue, qui ont dit qu'elles ne vont pas y aller, elles vont boycotter parce que le musulman politique ne cadre plus avec l'idéal de changement et de rupture avec les pratiques anciennes que la transition s'est fixée. C'est pour ça que je disais qu'il ne s'agit pas de dire d'un côté que c'est une très bonne chose d'avoir muselé, d'avoir interdit les partis d'opposition, de la même façon qu'il ne fallait pas non plus jeter cet argument à la poubelle en disant que bon, il faut la pluralité, il faut la démocratie, il faut la liberté d'opinion. De toute façon, il fallait peser le pour et le contre et mesurer les avantages et les dangers de chaque optique et maintenant essayer de trouver un juste milieu. Et le juste milieu que je proposais était de permettre aux partis politiques de continuer leurs activités, au moins pour s'assurer la légitimité, la légitimité, voilà, la légitimité socio-politique à l'intérieur du Mali, mais en même temps de les inviter à une sorte de retenue, à ne pas avoir des opérations qui mettent à mal la sécurité du Mali, parce que finalement, même si le concept de démocratie nous est très cher en ce 21e siècle, on le considère comme la forme d'administration la plus parfaite, mais acceptons même ce discours, mais mettons sur la table le fait que la vie vaut mieux que la démocratie, il vaut mieux un régime de liberté limitée où on est plus en sécurité qu'un régime démocratique où les djihadistes ont le vent en poupe sur notre territoire. Donc, la sécurisation des territoires avant, comment dire, la totalité du paradigme démocratique. Donc, le juste milieu consistait, selon moi, à leur permettre d'exercer leur activité tout en contrôlant et en évitant les dérives parce que le focus reste la sécurisation du Mali. Maintenant qu'on ne l'a pas fait, que les autorités ne l'ont pas fait, et je les invite, Monsieur Assimi Goïta, je l'invite depuis ma modeste position de personne lambda du lointain Cameroun, à essayer de rectifier le tir en permettant aux partis politiques d'exister à nouveau et en recréant la légitimité qui va permettre à ce dialogue d'obtenir davantage de cohérence. Parce que dès l'instant où les gens se mettent à boycotter, votre dialogue perd en substance. Vous avez dans ces Maliens qui boycottent, vous avez les mouvements djihadistes, notamment un drôle de mouvement Jinim qui soutient, enfin qui se présente comme un mouvement de soutien aux musulmans et aux islamistes. Vous avez ce qui se fait appeler l'État islamique au Sahel. Vous avez voilà, le CSP, c'est-à-dire vous avez tous ces mouvements de coordination là qui représentent qui l'Azawad, qui d'autres factions, voilà, considérées comme justement les gens qui créent la dissidence actuellement au Mali, qui, pour certains, n'ont pas été invités, pour d'autres, ont décidé simplement de boycotter. Sur le plan donc, du boycott, comme je viens de le dire, le fait de mettre sur pied une telle mesure de coercition donne du grain à moudre à ceux qui vont dire bon, non, on n'y participe pas parce que de toute façon, les dés sont pipés d'avance, on ne nous permet pas de nous exprimer, de sensibiliser les populations quant à notre position, et donc nous n'allons pas à ce dialogue, ce qui fait que le dialogue, s'il devait se terminer même aujourd'hui, après cette première journée, on dira déjà que non, il y a eu des couacs au niveau de ce dialogue, il fallait améliorer. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été invités, c'est tout autant une mauvaise chose parce que quand on est en situation de crise, on doit dialoguer avec ceux qu'on n'aime pas, on doit dialoguer avec ceux qui créent la crise, on doit dialoguer avec ceux qui mettent le pays dans l'insécurité. Ils ont été endoctrinés au nom de la religion, on leur a créé un faux paradigme religieux alors que le paradigme est essentiellement politique et on leur a dit religion blablabla au nom de l'islam que sais-je encore, voilà il faut mener telle ou telle activité contre le régime de la transition. On leur a vendu du rêve, on les a menti, on leur a raconté des incongruités pour les endormir et cela a fonctionné. Ils se sont radicalisés, ils ont commencé à frapper
à l'intérieur de leur propre pays, à l'intérieur du Mali. Donc il faut aussi par la même pédagogie essayer de les faire revenir sur le chemin de la vertu. C'est comme ça qu'on montre qu'on est différent justement de nos adversaires, surtout quand on dit c'est un dialogue intermalien. Parce que la guerre ne va pas seulement se résoudre en tuant tout le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup de pays ont commis cette erreur, même les grandes puissances, et peut-être surtout les grandes puissances, et ça leur a toujours porté préjudice, quelle que soit la structure que vous avez en face. Ça se passe par le dialogue à la fin de tout. Juan Manuel Santos a dialogué avec les FARC en Colombie. La France, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis dialoguent entre eux, que ça nous plaise ou non, même s'ils nous vendent l'illusion de factions essentiellement guerrières sur la place publique. Israël, du criminel Netanyahou, un terroriste notoire, dialogue actuellement avec une autre organisation terroriste, le Hamas. Donc, à un moment donné, même si on est tous les deux méchants, ou même si quelqu'un se considère comme gentil face à une structure méchante, sachant qu'on ne peut pas tuer tout le monde, parce que mettre fin au terrorisme, c'est tuer chaque élément considéré comme terroriste jusqu'au dernier. Mais sachant que ces éléments ont des familles, des femmes, des enfants, des frères, des cousins, des oncles, on peut tous les tuer, mais on va radicaliser leurs proches qui, eux, auront perdu quelqu'un. Et c'est pour ça que le terrorisme ne connaît jamais de fin sur l'échelle mondiale, parce qu'il y a peu de pédagogie, parce qu'on oublie que c'est par la pédagogie malsaine qu'ils ont été radicalisés, qu'ils ont pris les armes. Quelqu'un est venu, leur a raconté des choses qui n'ont pas de sens, et ça les a rendus. Ça fait de ce qu'ils sont devenus. Donc il faut une contre-pédagogie. L'idée donc de ne pas inviter ces mouvements-là, de ne pas inviter le CSP, de ne pas inviter les mouvements djihadistes ou les représentants, ceux qui se désignent comme représentants de l'État islamique au Sahel, même si les négociations ne vont pas aboutir, un début de négociation, une volonté de négociation, c'est déjà un bon début. Et ça permet déjà de créer une certaine légitimation, ça permet de montrer la grandeur et l'ouverture d'esprit d'un régime qui cherche réellement à pacifier le pays et à montrer ses différences avec les autres. Donc, c'est les couacs qu'on a donc aujourd'hui. Le dialogue vient à peine de commencer, qu'il y ait déjà des remous et, comment dire, le bruit ne diminue pas. Comme je le disais hier, ça génère davantage plus de décibels que si on avait laissé ces parties-là s'exprimer. Je sais qu'à l'intérieur du Mali, j'ai d'ailleurs pris l'exemple du président Moussa Traoré qui a renversé Modibo Keïta et qui est resté là jusqu'en 91. Même si certains vont garder une belle image de lui, d'ailleurs, Monsieur Maïga, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, revendique un certain héritage de Moussa Traoré. On va dire que tout n'est peut-être pas ajouté, mais dans le même couloir, il faut garder à l'esprit que Moussa Traoré fut un enfant de l'école coloniale française qui a mis à mal les projets d'émancipation du Mali sous Modibo Keïta, notamment la sortie du marasme monétaire initié par Modibo Keïta au début des années 60. Donc, ce n'est pas bien parce que ça génère des problèmes, ça génère donc ces remous-là qu'on cherchait à éviter. Et comme j'ai dit, je ne suis pas très content d'avoir raison dessus. Je ne peux pas soutenir mordicus le musellement ou alors l'interdiction de certaines factions guerrières de venir participer au dialogue, alors que c'est la même chose que je réclame dans mon pays, le Cameroun. Dans le cadre de la crise anglophone au Cameroun, Paul Biya a initié, il y a 4 ans, un grand dialogue national qui portait sur rien en fait. Parce que ce qui a créé la crise anglophone, pour ceux qui ne sont pas camerounais ou qui ne sont pas au fait de cette actualité, il y a une partie du Cameroun, environ 25% de la population qui vit dans une région essentiellement anglophone, et certains acteurs, certains concitoyens de cette région se sont radicalisés en voyant le jacobinisme et le centralisme exacerbé du régime de Yaoundé, qui répondait à leurs revendications pacifiques par la matraque, par la violence, par le revolver. Donc ils ont pris à leur tour les armes, ils ont dit on veut la sécession, on veut une autonomie, on ne veut plus dépendre de Yaoundé, on va créer un nouveau pays, on va l'appeler l'Ambazonie. Ils ont mis sur pied un nouveau drapeau, bon, qui existe depuis, mais ils ont remis à l'ordre du jour, ils l'ont mis en avant de plus belle, ce drapeau. Ils ont commencé à se présenter comme un État indépendant, et donc ils mènent une guerre sanglante depuis 2016 contre l'armée nationale,
avec pour principale victime des civils qui n'ont rien demandé, qui ne demandent qu'à vivre. Donc ils commettent des exactions, ils tuent, ils incendient, ils brûlent. De la même manière que l'armée commet des exactions, tue, incendie et brûle. Bref, on est devant une sorte d'impasse. Mais en fait, non. Lors de l'initiation du Grand Dialogue National par Paul Biya en 2020, il aurait fallu mettre sur pied, mettre sur la table la question qui a créé la contestation, à savoir la forme de l'État. Depuis les années 60 sous Heijo, au moment de la réunification, on avait tablé sur une co-construction avec deux entités dans une république fédérale, une entité francophone, une entité anglophone, une capitale certes, mais une large autonomie interne de la région anglophone. Cela a été galvaudé et donc ils remettent à l'ordre du jour cette question-là de la forme de l'État que le régime se refuse à discuter. Qui plus est, le régime ne met pas sur la table des négociations les principales structures dissidentes, notamment dont les leaders du mouvement sécessionniste, à la tête desquels trône un certain Sissiko Ayub Tabé, actuellement en prison, à raison évidemment, à Kondengi, la présidence centrale de Yaoundé, mais ce qui ne l'exclut pas des négociations, au contraire, étant une partie du problème, il est une partie de la solution. Si les autorités maliennes décident donc aujourd'hui de ne pas inviter d'autres organisations, les organisations terroristes, parce qu'elles sont terroristes, il commet la même erreur que Paul Biya. C'est justement parce que ce sont des organisations terroristes endoctrinées pour pratiquer le terrorisme qu'il faut les appeler à la table de la négociation et mener une pédagogie réelle et conséquente pour leur faire comprendre que l'intérêt supérieur, c'est l'intérêt des Maliens et ceux qui se voient, ceux qui se réalisent comme Maliens, justement, ont participé à cette co-construction-là, sans bifurcation, sans sournoiserie, sans que personne ne se sente lésé. À la fin, trouver des compromis et un juste milieu et à chaque fois qui permet le bien-être de tous. Et maintenant, après y avoir mené moult efforts dans le cadre de ces négociations, mais vraiment des efforts sérieux, ce n'est qu'après y avoir pu éliminer le bon grain de livret, et après avoir déterminé ceux qui de toute façon ne veulent pas le dialogue, ceux qui de toute façon, parce qu'instrumentalisés par l'extérieur, veulent continuer à déstabiliser le Nord Mali pour le gaz, le pétrole, les ressources minières qui s'y trouvent, à ce moment-là, on peut dire que vous êtes considérés comme les ennemis de la nation et on va mener une guerre sans merci contre vous. Mais il faut donner la part belle aux négociations farouches. Plutôt qu'à la guerre farouche, la meilleure guerre, c'est la guerre de la pensée. Celui qui réussit à convaincre a réussi à vaincre. Pourtant, celui qui réussit à vaincre n'a pas forcément convaincu et le cycle peut recommencer dans les années à venir. Donc, ce n'est pas comme ça, ça aurait pu être mieux. Le dialogue intermalien est une bonne idée, mais ce n'est pas comme ça que j'ai l'envisagé. Ce n'est certes pas comme ça non plus qu'Assimi Goïta ou le Premier ministre Choguel Maïga l'envisageaient. Ça aurait pu être mieux. On ne l'envisageait pas avec des gens qui boycottent, avec des gens qui disent que non, c'est incomplet. On l'envisageait comme une réelle procédure de réconciliation intermalienne. Mais à partir du moment où, d'entrée de jeu, on en est là, on peut se demander où est-ce que ça va nous mener. Le dialogue peut finir par aboutir. On peut tout autant dire sur la sphère publique que tout s'est bien passé, mais ce serait occulter justement ces voix dissidentes-là qui, au demeurant, restent des Maliens, qui au demeurant font partie du Mali. La coalition des 80 partis politiques font partie du Mali. Monsieur Chérif Mohamed Koné fait partie du Mali, l'un des magistrats, l'un des juges qui s'est le plus vertement opposé à justement la mesure prise par Assimi Goïta. Ils font partie du Mali. Tous les acteurs politiques internes et externes maliens qui contestent justement cette mesure font partie du Mali. Donc, autant on peut comprendre la position d'Assimi Goïta. D'ailleurs, le caractère insécure du Mali actuel a aussi contribué à rendre difficile le début des discussions parce que on a dû déplacer certains centres de débat parce que dans la commune concernée, la situation n'était pas favorable à un climat de dialogue serein. Donc oui, il y a de l'insécurité et c'est pour ça qu'on peut comprendre la position d'Assimi Goïta, mais autant aussi la malice du colonel Assimi Goïta devrait consister, et je l'invite encore à trouver un moyen de rectifier le tir, ou du moins de créer le juste milieu, et de ne pas laisser justement ses opposants, ou alors ses entre guillemets opposants,
instrumentés par l'extérieur. Ce n'est pas le cas de tous, je dis bien les opposants réels et les opposants instrumentalisés par l'extérieur, de ne pas laisser justement les voix dissidentes prendre de l'ampleur. Sinon, le gouvernement malien sera mis à mal, car c'est très facile de critiquer quelqu'un qui vous a privé de vos droits politiques. C'est très facile. Et à ce moment-là, sur le plan, en tout cas, du débat géopolitique, le Mali aura du mal, le gouvernement de la transition aura du mal à défendre sa légitimité. C'est une erreur à ne pas commettre. Il est important pour le grand amour que nous portons aux leaders de l'Alliance des États du Sahel, AES, du Burkina, du Niger et du Mali, que justement nous fassions cette prospective, cette analyse préventive en leur disant à chaque fois éviter voilà, de tendre le derrière à l'ennemi pour qu'il donne des coups. Nous n'en avons pas besoin, nous aspirons à voir le Mali, l'AES et je le souhaite beaucoup le Sénégal qui continue de végéter dans l'illusion de la CEDEAO. Nous invitons le Sénégal à rejoindre l'AES, nous invitons l'AES à poursuivre dans son dynamisme et à consolider l'idéal d'émancipation. Mais comme dans émancipation, nous entendons donc liberté, sourire, rupture en plus de la sécurité, il ne faut pas que pour la sécurité, on perde le reste au change. Cela signifierait que finalement, on n'a pas réellement progressé. Donc, le gouvernement de la transition est invité à opérer cette mesure intelligente et à essayer de redresser la barre pour que les petits soubresauts qui commencent à naître ne se transforment pas en une nouvelle insécurité réelle, englobant aussi les oppositions civiles qui va remettre le Mali plus ou moins dans ce précisément que Choguel Maïga, Abdoulaye Maïga, Assimi Goïta et toutes les grandes figures de la transition ont essayé d'éviter, à savoir le terreau fertile pour justement les troubles qui mettent à mal l'idée de liberté, l'idée d'autonomie, l'idée d'indépendance et l'idée d'émergence africaine. Voilà mon analyse donc sur la première journée des négociations du dialogue intermalien. Je continue d'y croire, évidemment. Je continue d'y croire farouchement parce que rien n'est perdu, parce que, comment dire, ce qui a été mis en place est facile à réorganiser, à restructurer, parce qu'il y a un juste milieu dans absolument tout, et parce que je crois en l'intelligence des services de renseignement maliens à veiller à la sécurité du Mali, même quand les partis politiques s'expriment sur la place publique. On y est plus ou moins parvenu depuis août 2020 que monsieur Assimi Goïta a pris les commandes du Mali. On a vaincu les djihadistes à Kidal. On a vaincu les manœuvres de la CEDEAO qui voulaient intervenir au Niger. On a créé l'AES. On est en train de réfléchir à une monnaie qui permettra de sortir des francs CFA. Pourtant, les partis politiques s'exprimaient encore à ce moment-là. Donc, on peut convaincre le peuple que la transition a le droit de continuer de perdurer, au moins jusqu'au point culminant des négociations du dialogue intermalien du 31 décembre 2024. Voilà. Alors que les partis politiques continuent de mener leurs activités. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive l'intelligence africaine en laquelle je crois farouchement, et vive notre capacité à éviter que les solutions que nous mettons en place ne nous engendrent plus de problèmes que les problèmes que nous essayons d'éviter avec ces solutions-là.